Donc, je vous présente Julie Martin, qui est doctorante en arts et sciences de l'art au sein du laboratoire Elela Creatis à Toulouse, à l'université Toulouse-Jean Jaurès, sous la direction de Christine Bunier. Elle est aussi attachée temporaire d'enseignement et de recherche au sein du département arts plastiques et design. Sa thèse porte sur les pratiques artistiques documentaires à l'ère des images fluides. Et parallèlement à ses activités universitaires, elle est critique d'art et commissaire d'exposition. Elle est co-directrice de 3A, espace de programmation artistique à Toulouse. Et donc, elle va nous parler ce matin de Mishka Heiner, donc déployer la visibilité de sites supposément secrets, 51 US Military Outpost de 2010, donc de Mishka Heiner. Je lui laisse donc la parole. Voilà. Alors merci pour l'invitation et puis pour l'organisation de ce colloque aux 3 organisatrices. Je vous propose une communication qui est intitulée « Déployer la visibilité de sites supposément secrets », 51 US Military Outpost, réalisée en 2010 par Mishka Heiner. Avec les médias analogiques, les données sont stockées dans un matériau qui les maintient dans un ordre, un agencement immuable. Sur une image, un disque, un livre, l'apparence du réel, la musique, les mots sont fixes et toute modification impossible, sauf à porter atteinte irrémédiablement à l'objet ou aux informations sauvegardées. En revanche, dit Lev Manovitch, un objet néomédiatique, plutôt que d'être à l'origine d'exemplaires identiques, donne naissance à plusieurs versions différentes. Les nouveaux médias sont ainsi constitués de parties indépendantes, accessibles, modifiables et combinables, sans pour autant perdre leur identité. Mon réseau social numérique favori m'affiche des publicités individualisées. Je peux installer des plugins sur mon navigateur, des extensions sur mon logiciel de traitement de texte. Je peux personnaliser mes fonds d'écran, des portraits de mon enfant, réagencer les icônes sur mon bureau d'accueil, calibrer la luminosité de mon smartphone, faire des mises à jour. Sans constituer des objets néomédiatiques à proprement parler, mais en entretenant des relations avec ceux-ci, des projets artistiques actuels, notamment ceux issus d'images numériques, n'ont plus forcément de forme fixe, mais peuvent exister, être déplacés, réactualisés, reformulés, selon des modalités différentes. Je vous propose d'examiner plus en détail les enjeux et les modalités de ces variations à travers une œuvre de Mishka Heiner. J'aimerais examiner dans un premier temps comment les variations de l'œuvre orientent le récit des images, puis ce que ces variations nous disent plus largement des images contemporaines. Et enfin, il s'agira de voir comment la variabilité devient un procédé critique dans le travail de Mishka Heiner. Alors, Mishka Heiner est né en 1976. C'est un artiste d'origine belge qui vit et travaille à Manchester, en Angleterre. Son travail a particulièrement été montré dans des expositions ou des ouvrages ayant trait à la photographie en conditions numériques et plus encore en conditions connectées. Mishka Heiner a notamment été exposé dans l'édition des rencontres photographiques d'Arles en 2011, intitulée From In On, qui était dédiée aux pratiques photographiques à l'ère d'Internet. Il s'est fait connaître par une pratique documentaire réalisée depuis Google Earth ou Google Street View, comme des artistes tels que John Raffman ou Doug Rickards. Alors, l'œuvre qui m'intéresse est une série d'images intitulée 51 US Military Outpost, autrement dit 51 avant-postes militaires américains. L'artiste Mishka Heiner y recense en 2010 les aménagements militaires américains dissimulés dans différents pays à travers le monde, à partir d'informations disponibles dans le domaine public, sur des sites web, des forums officiels de l'armée d'anciens combattants américains, dans des articles de la presse nationale et étrangère, dans des documents et des rapports officiels divulgués. L'artiste capture alors 51 vues aériennes de structures stratégiques localisées depuis Google Earth, comme une base aérienne au Groenland, par exemple ici, la 7e flotte de la marine américaine installée au Japon, ou encore une base de la NSA au Royaume-Uni. Ces images, elles sont constituées de multiples captures d'écran que l'artiste agence pour pouvoir obtenir des images en haute résolution sur lesquelles les détails sont précisément représentés.
sur son site web, Mischka Henner mentionne les différents modes d'existence de ce travail. Un livre de 106 pages imprimé à la demande, un étui entoilé contenant 51 tirages signés, numérotés, avec une carte dépliante imprimée sur du papier journal, des tirages au format 38,1 x 30,5 cm, un portfolio de 40,5 x 32,5 x 4,5 cm. Comme chez d'autres artistes, les photographies existent sous des tirages et des dimensions variées qui autorisent à moduler le prix de vente et à proposer des versions plus ou moins luxueuses de l'œuvre. Donc la variabilité relève alors d'une stratégie mercantile. Un autre argument financier motive l'existence de l'œuvre sous diverses formes. La nature numérique qui permet l'envoi gratuit et instantané des images, qui a généralisé la pratique du tirage d'exposition, devenu parfois moins onéreux que le coût des transports et de l'assurance clou à clou qui l'accompagne. Mischka Henner admet volontiers que les variations de l'œuvre renvoient en premier lieu aux conditions financières d'exposition. Et en 2011, il a exposé au Contemporary Urban Center à Liverpool. Et la série a été présentée sous la forme du livre éclaté. L'artiste m'a rapporté que comme le lieu d'exposition n'avait pas de budget pour la production, il a commandé une copie du livre, en a coupé la reliure et a épinglé les pages sur le mur. Donc, le contexte économique a conduit à une présentation tout à fait radicale et économique du projet. Mais il n'en demeure pas moins que l'artiste profite aussi de la disparité des circonstances de diffusion pour modifier les modes d'impression et la présentation des tirages, influençant alors l'expérience proposée aux spectateurs de l'œuvre. En 2014, à la galerie Carroll and Fletcher à Londres, dans l'exposition monographique intitulée Black Diamond, chaque tirage est collé horizontalement sur la face supérieure d'un socle et les cubes sont disposés, comme vous pouvez le voir, en grille et invitent le spectateur à circuler dans les espaces qui sont ainsi délimités. Au lieu de regarder un tirage accroché verticalement, le visiteur surplombe l'image et c'est une position qui, en basculant le regard, redouble la vue aérienne présentée. Alors, cet angle de vue a largement été éprouvé par les photographes de la Nouvelle Vision et cet angle de vue était alors expérimental car il induisait un regard inédit sur le monde. Aujourd'hui, cette vision est normative selon Itosh Taylor qui écrit que notre sens de l'orientation spatiale et temporelle a radicalement changé ces dernières années en raison des nouvelles technologies de surveillance, de suivi et de ciblage. L'un des symptômes de cette transformation est l'importance croissante des vues aériennes, vues d'ensemble, vues Google Maps, vues satellites. Nous sommes de plus en plus habitués à ce que l'on appelait une vision de Dieu. On peut ajouter à l'accès libre aux images satellites offertes par Google Earth depuis 2005, la généralisation des drones à usage civil, au cinéma, mais aussi dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la recherche archéologique ou environnementale, qui a contribué ces dernières années, si ce n'est à créer l'imagerie produite depuis le ciel, qui existe depuis les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale, à déployer et à la systématiser. L'artiste et théoricienne allemande Itosh Taylor poursuit en expliquant que la perspective linéaire, à partir de la Renaissance, a induit une perception spécifique de l'espace qui reposait sur la géométrie et la présence d'un horizon, d'où découlait la notion de temps linéaire. Autrement dit, avec la représentation géométrique, notre perception relevait d'une forme stabilisée. En outre, la perspective supposait l'existence d'un spectateur unique à l'extrémité de la pyramide visuelle. Le point de fuite donne à l'observateur un corps et une position, ajoute l'auteur. Cependant, la généralisation de la vue aérienne met fin au paradigme de la vision stabilisée et entraîne le regardeur dans une forme d'effondrement, dit Itosh Taylor, car l'imagerie aérienne fournit un outil illusoire d'orientation dans des conditions où les horizons ont en fait été brisés. Le temps est perdu et nous ne savons plus si nous sommes des objets ou des sujets alors que nous tombons en chute libre, imperceptible. Laissant à Itosh Taylor l'image emphatique de la chute, force est de reconnaître que la vision aérienne donne l'illusion du contrôle en autorisant une vision globale et un point de vue dominant. Alors qu'en basculant le point de vue, en effaçant les profondeurs et en supprimant les échelles, elle demeure parcellaire et désorientante. Elle induit un rapport à l'espace divergent de l'expérience que nous en faisons ordinairement, les deux pieds posés au sol.
In fine, elle se généralise sur un mode profondément paradoxal en octroyant un sentiment d'ascendance et de maîtrise sur une représentation qui se dérobe. En isolant sur des socles autonomes chacune des images des sites militaires, Mischka-Henner fait expérimenter aux spectateurs leur répartition éparpillée à la surface du globe. Le quadrillage engage un parcours aléatoire, des déplacements fractionnés, de brusques changements de direction, qui rompent avec le parcours linéaire proposé généralement par les accrochages muraux et engendrent une expérience résolument fragmentée, comme le sont les images obtenues sous Google Earth, qui résultent du collage de divers enregistrements pris chez des fournisseurs d'images satellitaires différents. La matérialisation de l'image dans cette exposition, la relation des tirages à l'espace et l'expérience de visite que les deux premières déclenchent reformulent la représentation représentée à la surface du tirage et montrent le caractère illusoire d'une vision maîtrisée des territoires. Pour l'exposition collective Modern History Show, présentée à la Grundy Art Gallery à Blackpool du 24 avril au 13 juin 2015, les mêmes images ont été tirées au format du papier à lettres américain, légendé et posées verticalement sur 5 étroites étagères. Dans le cadre de cette exposition qui était dédiée à l'histoire contemporaine vue par les artistes, le vocabulaire formel plus administratif et la mention de la localisation du site militaire sous la forme de coordonnées géographiques transforment les images en autant de pièces à charge sur l'accessibilité de ces informations supposées rester secrètes. Cette œuvre existe ainsi selon des modalités diverses, d'ordre cartographique pour la première exposition, et sur le mode du document administratif et de l'archive pour la deuxième exposition. Quant au site internet de l'artiste, avec une carte Google Maps présentée à proximité des images et sur laquelle sont localisés les sites photographiés, il favorise l'interactivité en autorisant l'internaute à retrouver par lui-même les lieux mentionnés dans le projet. Mischka-Henner pointe ainsi, avec ce nouveau mode d'apparition des images, une méthodologie de recherche appropriable par n'importe quel spectateur. Et j'ai moi-même pu atteindre visuellement et sans aucune difficulté une vue du centre de détention des prisonniers politiques à Guantanamo. Cherchant à décrire les modes d'existence de l'œuvre d'art, le théoricien de la littérature Gérard Genette distingue l'immanence de la transcendance. La première, l'immanence, recouvre l'objet qui constitue l'œuvre, et la seconde, la transcendance, désigne ce qui l'excède, ce qui perturbe l'identification de l'œuvre à un objet. La transcendance peut, entre autres, procéder d'une pluralité d'immanences, selon l'auteur, c'est-à-dire de modes différents d'existence de l'œuvre. La pluralité se distingue de la multiplicité, précise Genette, car une œuvre peut immaner en plusieurs objets non identiques. Ou plus exactement, puisqu'en toute rigueur, il n'existe pas en ce monde deux objets absolument identiques, non tenus pour identiques et interchangeables, comme on tient généralement pour telles deux épreuves d'une sculpture de fonte. Cette clause, je le rappelle, motive la distinction entre objets multiples et objets pluriels. Une sculpture de fonte ou une gravure est en général une œuvre à immanence multiple. Les œuvres que nous allons considérer maintenant sont à immanence plurielle. Les œuvres, selon moi, incontestablement plurielles, en ce sens, sont celles dont la pluralité n'est pas un artefact technique, mais procède pleinement d'une intention auctoriale, comme lorsqu'un artiste, après avoir produit un tableau ou un texte ou une composition musicale, décide d'en produire une nouvelle version, plus ou moins fortement différente, mais assez proche et dérivée de la première, pour que la convention culturelle la considère plutôt comme une autre version de la même œuvre que comme une autre œuvre. La pluralité de l'œuvre 51 US Military Outpost d'Henner procède d'un choix auctorial, comme nous l'avons précédemment décrit. Mais elle procède aussi de la technologie qui la rend évidente et aisée. La variabilité est en effet latente dans les images numériques. L'image codée, si elle est multipliable à l'identique, si elle est multiple, peut aussi potentiellement se matérialiser sous des formes variées, avec pour seul frein sa taille et sa résolution. Selon Genette, encore, les différentes variations de l'œuvre sont unies par leur identité génétique qui établit un tout.
L'œuvre ne consiste pas en chacun de ces objets d'immanence, mais plutôt dans leur totalité. Lev Manovitch formule cette idée dans le contexte numérique, alors en outrepassant le champ de l'art spécifiquement. Il note que les nouveaux médias mettent en œuvre leur variabilité à partir d'une donnée bien définie. La totalité, dans le cas d'un projet comme celui de Mischka Henner, n'est donc pas seulement restituée par l'ensemble, mais inscrite originellement dans les images. La pluralité des matérialisations possibles de l'image digitale procède de son code, qui constitue, pour reprendre la métaphore génétique de Genette, un génome qui n'attend qu'à s'exprimer à travers des formes susceptibles de se modifier. Je pourrais oser une comparaison avec des jumeaux monozygotes qui ont un code génétique identique, mais qui, avec l'environnement, leurs choix personnels, leur histoire, vont au fur et à mesure avoir des caractères physiques différents. Dans l'œuvre de Mischka Henner, l'empreinte numérique, la capture d'écran d'images satellites, autorise la multiplicité et la variabilité, tout autant qu'elle induit une identité génétique entre les différentes déclinaisons du projet global. L'œuvre relève de l'immanence par son identité pérenne et de la transcendance par ses occurrences plurielles. On aurait pu penser que ces matérialisations successives opérant dans les œuvres relèvent d'une opposition à notre monde souvent qualifié d'immatériel. Il n'en est rien. Elles viennent au contraire apporter une approche nuancée de l'idée même de dématérialisation du monde. En effet, la constitution encodée des images exige une incontournable matérialisation pour accéder à la visibilité. Sans cela, l'image, dans sa dimension visuelle, nous reste imperceptible. La nature numérique de l'image démultiplie ses déplacements, ses possibles réitérations et les formes de cette dernière. Parce que l'image est devenue fluide, elle peut d'autant plus jaillir sous de multiples configurations physiques, sur nos écrans, qu'il s'agisse de nos téléphones, de nos ordinateurs ou encore de nos tablettes, sur des tirages dont les dimensions vont du simple timbre-poste à la façade monumentale d'un bâtiment, et même sur des objets invraisemblables. Déjà, sur nos écrans, dont la taille, les propriétés d'affichage sont multiples, l'image, bien qu'identique, avec le même code, subit des variations. D'autre part, loin d'anéantir le papier, l'ère numérique a paradoxalement facilité l'impression, en n'exigeant plus pour être rentable un nombre minimum de tirages, comme l'offset l'imposait. Quant à l'édition, elle est devenue accessible à tous depuis les sites d'impression à la demande. Ainsi, la variabilité des œuvres est-elle tout à fait représentative de notre expérience quotidienne, reconfigurée par l'omniprésence des outils numériques. De nombreuses formes physiques ont été transportées dans l'espace informatique. Nous travaillons depuis un bureau en classant nos fichiers dans des dossiers. Nous ouvrons des fenêtres, nous jetons des informations à la poubelle. Nous joignons une pièce à un courriel au moyen d'un trombone. Nous épinglons des images d'un Pinterest. Donc autant d'exemples qui témoignent d'une remédiation de l'analogique au sein du numérique. Mais je pense qu'on peut faire le constat d'une logique inverse. Des logiques médiatiques numériques migrent vers l'espace physique. Et il me semble que la logique de variabilité des objets néomédiatiques vient imprégner la vie des images en général et de l'art en particulier. Pour Lev Manovitch encore, le principe de variabilité illustre la concordance entre les mécanismes médiatiques et les bouleversements sociétaux et idéologiques. La reproductibilité technique en œuvre dans la société industrielle de masse produisait de multiples exemplaires identiques d'un même objet qui était distribué à tous. Les productions médiatiques, qu'il s'agisse des journaux, de cinéma, de la radio ou de la télévision, étaient les mêmes pour tous les citoyens. Pour le théoricien, dans la société post-industrielle qui valorise l'individualité aux dépens du commun et du groupe, les contenus des médias sont devenus personnalisables, sélectionnables, ciblés. Les œuvres à l'existence variable d'Henner sont rendues possibles par la technologie et pourraient sembler refléter, voire contribuer à cette nouvelle logique sociale et culturelle. On pourrait se demander s'il ne se tiendrait pas dissimuler une disparition progressive et programmée des expériences partagées du commun, du collectif. Il faut toutefois nuancer cette personnalisation qui opère dans le champ numérique au sein d'alternatives qui sont prédéfinies ou programmées. Il convient aussi de noter qu'en réalisant le principe de variabilité en hybridant des nouveaux et des anciens médias, comme le livre ou l'exposition, l'artiste produit une négociation avec la logique individualiste attribuée aux objets néomédiatiques. Chaque exposition fixe pour quelques semaines le projet 51 US Military Outpost,
Et bien qu'imprimé à la demande, le livre de Mischka Henner est identique pour tous ses lecteurs. Si bien que la variabilité concerne finalement dans le champ de l'art des groupes, des communautés au moins provisoires, et substitue à l'universalité de l'expérience des masses médias analogiques et à l'individualité de l'expérience des objets néomédiatiques une dimension commune, négociée. Où il s'agit, en revanche, bien dans cette œuvre, d'une réaction oppositionnelle, à mon sens, c'est à la question du secret et de la dissimulation. Notre société contemporaine est particulièrement marquée par la dissimulation de diverses activités et par les transferts invisibles des informations, des finances, des images. Notre société s'est pourtant dotée d'infrastructures de surveillance visuelle sans précédent, pour certaines mises à la disposition du grand public. En d'autres termes, certaines de nos activités deviennent invisibles ou du moins peu perceptibles, alors que paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant d'yeux pour les observer. Mischka Henner s'approprie ainsi un système automatique de production d'images du monde, accessible en ligne, pour analyser la contradiction entre, d'une part, une exigence de visibilité, un accès permanent à l'information qui est nécessaire au débat démocratique, et d'autre part, la revendication d'une opacité qui va être garante de la sécurité nationale, mais aussi du droit individuel à la vie privée. L'analyse de cette contradiction dans l'œuvre de Mischka Henner peut être pensée, je crois, à travers le concept de la contre-visualité défini par Nicolas Mirzoeff. Le chercheur en culture visuelle Nicolas Mirzoeff a recours au concept de visualité pour désigner les mécanismes de pouvoir qui se nouent autour du visible. Mirzoeff emprunte le concept de visualité aux écrits du théoricien militaire Karl von Clausewitz, qui retrace en 1832 comment le champ de bataille devenu trop étendu, la visualisation devint le privilège du commandement. De celui qui, très concrètement, situé en hauteur, dominait visuellement la situation. Notre culture cinématographique, depuis les westerns jusqu'aux derniers épisodes de Game of Thrones, nous a largement familiarisés à cette idée de maîtriser des combats par celui qui survole visuellement l'ensemble du champ de bataille. Et ce principe a été étendu à toutes les configurations particulières du voir et du pouvoir, où la visualité devient une tactique de contrôle. Pour le théoricien, l'impossibilité des masses à accéder à une vision collective et globale conduit à une perte de leur propre gouvernementalité. La visualité, toutefois, peut être neutralisée par une contre-visualité, dit Mirzoeff, un droit de regard qui oppose à l'autorité de la visualité une autonomie. L'un des aspects de ce geste offensif est son caractère non iconographique, explique le théoricien. Il ne s'agit pas de produire une vision alternative, mais de se mettre à jouer avec des règles inconnues de la visualité et qu'elle ne sera pas en mesure de comprendre. La contre-visualité advient dans le fait de faire, dit le théoricien. La question du faire dans le champ de l'art est mentionnée par Walter Benjamin dans le texte « L'auteur en producteur », qui est une allocution qu'il a prononcée en 1934 à l'Institut contre le fascisme à Paris. Dans celle-ci, Benjamin explique qu'une œuvre est politique, non pas tant par un contenu militant, mais par son fonctionnement artistique politique. La théorie de Walter Benjamin peut se résumer ainsi : la tendance d'une œuvre politique ne peut fonctionner politiquement que si elle fonctionne littérairement, c'est-à-dire artistiquement aussi. On retrouve cette idée dans le texte de Jean-Luc Godard, « Que faire ?», qui est paru en 1970 dans Art Forum, dans lequel Godard distingue faire de l'art politique et faire politiquement de l'art. La dimension politique dans l'œuvre de Mischka Henner ne réside pas tant dans les images, dont la portée documentaire en soi est assez faible. Sans les légendes apportées, la plupart d'entre nous seraient bien incapables d'identifier les fonctions ou les usages des bâtiments qui sont photographiés. Davantage, la dimension politique réside dans les actes opérés par l'artiste pour rendre les images de ces lieux accessibles au regard du spectateur. Autrement dit, la contre-visualité n'est pas tant produite par la visibilité des lieux en tant que tels, mais elle est engendrée par les gestes artistiques qui constituent autant de ripostes à des systèmes autoritaires de visualisation du monde. On peut citer quelques-uns de ces gestes de riposte. Premièrement, Mischka Henner retourne l'usage proposé par Google Earth. Si vous rendez sur la page d'accueil de Google Earth, le logiciel vous dit « Découvrez la planète du bout des doigts avec Google Earth. Survolez des villes telles que Londres, Rome et Tokyo. Plongez dans le monde réel. »
À rebours des promesses de voyages merveilleux, l'artiste explore ici des sites stratégiques où se décident des tactiques de surveillance, de guerre, autrement dit des lieux où sont discrètement élaborées des manœuvres plutôt répressives. Deuxièmement, en capturant les images des sites militaires et en livrant leurs coordonnées géographiques, Mischka Henner montre des lieux qui sont supposés rester secrets ou du moins confidentiels, et il démontre la facilité avec laquelle n'importe quel internaute peut visualiser ces lieux. Autrement dit, il affiche l'incompatibilité entre les initiatives de certaines entreprises privées et les impératifs sociétaux. Troisièmement, en pluralisant les modes de visibilité des images qu'il a prélevées sous Google Earth, l'artiste fait varier les modalités de visibilité de lieux et d'activités secrètes. Ainsi, ce qui devait échapper au regard ne cesse d'être reformulé pour proposer des perceptions visuelles différentes. Enfin, les mutations proposées par Mischka Henner impliquent des critiques successives. Les images prises par l'artiste proviennent d'un logiciel de visualisation de la Terre qui semble restituer une vision d'ensemble du territoire. On pourrait supposer que le logiciel rend accessible à tous les internautes une vision privilégiée, une vision de domination, la vision de Dieu, selon les termes d'Ishto Steyler. On pourrait croire que Google redonne au plus grand nombre la visualité comme agencement du voir et du pouvoir. Mais dans l'exposition de Londres, le morcellement de l'accrochage brise l'unité et suggère la discontinuité des images sous Google Earth, puisque, comme je l'ai mentionné, l'image que nous voyons n'est pas unitaire. Les images sont combinées dans une mosaïque prise sur plusieurs jours ou mois, et ces images sont affichées sous la forme d'une image continue. Par cette présentation, l'artiste évoque le caractère factice de cette vue d'en haut. Cette illusion dissimule le revers aliénant de certains nouveaux modes de visibilité et de transmission de l'information. D'ailleurs, les lieux sélectionnés par Mischka Henner rappellent l'envers des systèmes de visualisation et de communication mis au point ces dernières années. Le site de lancement des drones Predator de la CIA au Pakistan suggère que ce mode de visibilité est également une arme et que le développement de l'imagerie aérienne s'est développé conjointement aux stratégies militaires. Quant à la base de renseignements sur les transmissions de la NSA au Royaume-Uni, elle n'est pas sans évoquer la mise sur écoute des câbles Internet par les États-Unis pour intercepter les données qui y transitent et que le lanceur d'alerte Edward Snowden a dénoncé. C'est précisément à travers Google Earth, c'est-à-dire un logiciel d'imagerie aérienne qui est mis en ligne, donc un système qui participe de ces logiques, que Henner procède. Quant à la présentation sous la forme d'archives dans l'exposition de Blackpool, dont on sait depuis Foucault qu'elles sont l'incarnation d'un système de pouvoir, elle rappelle les enjeux démocratiques qui se jouent autour de ce qui est documenté, sauvegardé, su ou ignoré. Ainsi, la fluidité des images, en exigeant une matérialisation qui peut varier et être provisoire, rend les reformulations physiques évidentes et aisées. Bien que des tirages luxueux pérennes soient acquis et conservés par les musées ou des collectionneurs, l'image numérique permet, selon les contextes de présentation, en exposition ou sur les sites des artistes, de proposer des expériences diverses à l'origine de significations potentielles différentes. La variabilité médiatique fait différer l'entreprise documentaire en privilégiant des significations différentes. Elle vient signifier la tension entre la fluidité, l'invisibilité et la matérialité qui caractérisent notre monde contemporain. Mischka Henner, en faisant varier les modalités de visibilité, rend perceptibles les systèmes de pouvoir qu'ils exercent dans la relation aux images et plus généralement dans notre relation au visible. Je vous remercie.